Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette première édition d'Enquête spéciale. Il y a 6 mois, une agence de presse de la ville de Pristina nous informe qu'une société militaire privée est sur le point de s'implanter dans les montagnes du Kosovo. Notre équipe de journalistes a donc tenté de prendre contact avec cette équipe de cette société militaire privée et nous avons eu l'autorisation de les filmer durant l'une de leurs opérations. Alors notre émission d'aujourd'hui sera organisée en fonction des 3 étapes qui régissent l'organisation d'une mission comme celle-ci, c'est-à-dire la préparation, puis le cœur de l'action et enfin le débriefing. Mais tout de suite, voyons ce que représente une société militaire privée pour le public, pour vous, chers téléspectateurs. Est-ce que vous connaissez les SMP, les sociétés militaires privées? Non, pas du tout. Non, Pas du tout. Ah non, j'imagine que ce sont comme des mercenaires, mais bon. mais j'ai entendu parler de ça. C'est des milices qui sont utilisées par des gouvernements à leur profit. À quoi ça vous fait penser le terme société militaire privée? Oh, une forme de mercenaires peut-être qui offrent leurs services aux plus offrants. Ça me fait penser des groupements français qui agissent en Afrique souvent pour aider les dictateurs. Un terme politiquement correct. Je pense que c'est des organismes militaires subventionnés par des fonds privés, non? Alors est-ce que c'est la privatisation de l'armée? Ce sont des sociétés en Irak qui agissent par exemple à titre privé, qui sont payées par les Américains ou par d'autres États. De retour sur ce plateau, avec nous, un nouvel invité, Serge. Alors Serge, on vous surnomme Gins dans votre équipe, vous êtes le chef d'équipe. À la vue de ce micro-trottoir, c'est tout de même étonnant cette méconnaissance que le public peut avoir des sociétés militaires privées. Parce que finalement, comment peut-on légitimer votre profession alors que la plupart des gens ne la connaissent pas ? On ne peut pas légitimer notre métier parce qu'effectivement personne ne connaît ce métier-là, mais surtout c'est qu'il y a un a priori. Ce métier, on le confond avec le métier de mercenaire. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Ça n'a rien à voir. Nous, notre métier, c'est surtout un métier de sécurité professionnelle qui peut être envoyé au niveau international. Voilà, donc on est des super agents de sécurité en fait. D'accord. Et super agents de sécurité, vous comparez donc ça à des agences de sécurité, mais à l'échelle nationale, c'est ça? Alors au niveau international plutôt. Si vous voulez, dans d'autres pays, ces sociétés existent. En France, c'est très difficile de pouvoir parler de ça parce qu'on est très vite assimilé au mercenariat. D'accord. Donc vous souhaitez rester dans l'anonymat ou c'est pour ça peut-être que vous venez témoigner sur ce plateau pour justement présenter cette profession? Alors pas du tout. Nous, ce qu'on veut justement, c'est montrer en France qu'il y a des gens qui viennent de métiers du métier de militaire, qui sont pros, qui veulent bien travailler et qui ont envie justement d'aller sur le terrain et de s'occuper de différentes missions, qui ont les compétences pour le faire. Nous, ce qu'on veut, c'est arrêter de se cacher en fait, arrêter de montrer à la télévision des pays comme les Anglais, les Américains qui vont de partout, et montrer que la France, elle a un savoir-faire et un savoir-faire international, reconnu dans le monde entier en plus. D'accord. Et donc vous souhaitez sortir de cet anonymat? Absolument, Absolument. tout à fait. Et justement, en comparaison avec ces pays, les États-Unis et la Grande-Bretagne que vous parliez il y a quelques secondes, quelle est réellement la différence entre la France et ces pays-là? Alors la grosse différence, c'est une différence au niveau de législation. En France, il n'y a rien qui légifère sur notre activité. Donc c'est très difficile de pouvoir justifier notre activité en France. En Angleterre, ça existe depuis longtemps. Aux États-Unis aussi. Donc on est obligé en fait de travailler plutôt avec des sociétés privées pour montrer notre savoir-faire, montrer ce qu'on est capable de faire et surtout montrer notre sérieux. D'accord. Voilà, c'est ça qui est important.
Très bien. Alors, nous allons justement présenter la première partie du reportage que nos journalistes ont pu faire justement sur l'un de vos contrats organisés avec les Nations Unies, si j'ai bien retenu. Tout de suite, nous regardons le premier reportage. Donc voilà Max. Bonjour. Voilà Schelt. Sergio, ça va? Pause. Là on a Jack. Jack est en train de s'instruire. Hein. Salut. Bien étudier l'ennemi. One shot. Et l'URP. Donc, vous voyez, entre les missions, c'est important. Donc de... Quoi? Gins. Reçu. Mercredi 16 janvier, il est 17h. L'équipe d'enquête spéciale s'est rendue au Kosovo dans un poste avancé de la société militaire privée française GMS Recon. Nous sommes autorisés à filmer l'intégralité d'une mission commanditée par l'Organisation des Nations Unies. Devant nous, Gins, le chef d'équipe. Vous rassemblez là, s'il vous plaît? Il sera notre interlocuteur durant toute l'opération. Max, tu viens? Donc je vous présente Monsieur Danjou. Monsieur Danjou est représentant des Nations Unies. On vient pour le rendez-vous de demain. On doit récupérer un transfuge albanais qui veut donc se mettre sous la protection des Nations Unies. Donc je vais laisser Monsieur Danjou vous expliquer le contexte. Monsieur Danjou. Messieurs, bonjour. Donc, comme vous le savez, je suis le représentant de l'ONU dans la ville de Vuštri. Nous avons eu un contact avec les services de renseignement multinational de la brigade multinationale Nord, qui nous ont demandé de contacter un certain Adem Bachariri. Pour vous mettre dans le contexte, c'est un ancien officier de l'UCK qui aujourd'hui s'est reconverti dans le trafic d'un peu tout. Ça va du trafic d'enfants, d'armes, enfin... Apparemment, ce brave monsieur a des ennuis avec des nouveaux venus sur son territoire. Et d'ailleurs, les services de renseignement nous l'ont confirmé. Des étrangers, enfin des éléments étrangers sont venus s'installer dans la région avec des fonds et du matériel assez conséquent, qui fait qu'aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de ces services. D'ailleurs, vous êtes au courant des événements au Kosovo depuis 2000. On voit l'islam radical prendre de plus en plus de place. Aujourd'hui, M. Bachariri est en possession de renseignements sur les lieux et les ravitaillements qui permettraient de mettre un gros coup sur une de ces cellules. Aujourd'hui, donc, l'armée ne pouvant pas m'escorter pour cette entrevue, vous a confié cette mission. Je cède la parole à Gins pour les détails de la mission. Merci, monsieur Danjou. Vous pouvez vous asseoir. Je vous remercie. Donc on va rentrer dans le détail de la mission, je vais vous expliquer. Donc, je vous demande un peu de vous rassembler. Ce qui nous attend. Donc, les gars, le rendez-vous a lieu ici. Donc, ici, nous sommes à 6 km de Seselica. La mission va se passer en deux phases. La première phase, je vais lâcher ce soir un groupe. Le groupe va être déposé à 6 km des ruines dans la montagne de Seselica. D'accord? Donc je vous ai fait un... C'est le carrelage 0544. Je vous ai fait un crowbar pour vous identifier un peu les lieux. Donc c'est très simple. Vous avez un défilé nord-sud. À gauche du défilé, vous avez les falaises et à droite, un pic. Donc très simple. Au sud, je veux one shot. Ouais. One shot, tu me choisiras un spotter. Ouais. Je suppose que c'est Mendoza. Ouais, t'es sûr? C'est l'équipe qui gagne. L'URP. Ouais. Tu te mettras avec ton binôme à 600 mètres au nord du défilé. Ok. Donc tu m'arrêtes, je veux voir personne rentrer là-dedans. Et bien sûr, comme one shot, que des arbres bougés. Hein. Vous faites un PO carré. Le recueil. C'est Jack au recueil. Ok, bon, Jack, tu seras au recueil. Tu seras ici, d'accord, au milieu du défilé, du côté est. Et donc toi, quand lui va arriver, de toute façon, il connaît les lieux. Il sera accompagné d'un GDC, d'accord. Donc vous ne faites pas chier. Hein.
Et quand il arrive, l'identifiant, donc toi, tu lui diras Paris, et lui, il répondra Mitron. D'accord. D'accord? De toute façon, vous n'avez pas d'inquiétude, les gars. Le gars, il parle français, il a fait un séjour en Suisse, donc... voilà. Point de vue matos, quelque chose de particulier? Tu sais, Lurp, tu connais le boulot, hein, ma foi. Tu prends la Minimi, ça fera plus sérieux sur le recueil. Ok, on n'a pas le choix. Bon, les gars, ce soir, je vous dépose, on prend avec le MV, d'accord? Donc, dès que vous arrivez sur zone, vous sécurisez la zone, et vous allez passer la nuit. Pas de soucis. Demain matin, dès l'arrivée de Monsieur d'Anjou, on part d'ici, je t'appelle sur ton cellulaire. Donc tu comptes à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Et avant d'arriver sur zone, je vous appelle à la radio. Canal 3, dégagement Canal 6 et la bascule barrière. Ok. Place nette, vous me répondez dans l'ordre one shot, l'URP et le recueil. Ok, donc vous me sécurisez la zone, carré. Voilà, rien à rajouter. Ah oui, par contre demain on a 2 caméramans qui sont avec nous et il y a un caméraman qui viendra rejoindre la position de one shot. Ah bon? C'est un caméraman. Ouais, c'est cool, mais... Ouais. Ouais. Et peut-être prévoir une petite tenue Kili, non? Pas con. Alors demain, de toute façon, je le brieferai. Je lui filerai la guilly. Et je lui expliquerai le topo, comment te rejoindre, tout ça. De toute façon, ils vont être briefés. Bah, tu l'amènes toi. Ah, ok. Donc les gars, questions? Max? Pas de questions. Monsieur Donjou, question? Aucune question. Donc je vais raccompagner, parfait, donc je vais raccompagner Monsieur Donjou. Je vous demande de préparer le matériel. Les gars, vous prévoyez le pire, d'accord, pour qu'on gère au mieux. Ouais. Ok. Ouais. Pensez au véhicule. J'ai bien pas besoin de vous expliquer et de vous dire. Ça roule. D'accord. Ok. Allez. Monsieur Donjou. À demain. Allez. À demain. Monsieur Donjou. Ouais les gars. On y va. Bougez les mecs. Allez hop. Voilà. Ça a été, vous avez des questions ou... En attendant le retour de Gins, le chef du groupe, le contracteur prépare le départ de la première équipe. Ça caille quand même. Putain, mais couvrez-vous les mecs, à demain ça va peler. Hein. Ça va les gars, c'est bon? Ouais. Armes et gilets sur les épaules, tout le monde est prêt à décrocher. JP, c'est bon? C'est bon, tout est ok, pas de problème. Ouais, tu prépares le vide, va partir? Ok, c'est fait. Ah boss. Préparez ton gun. Merci. Ah, bien, top. Oh Max, pas que t'es droit, s'il te plaît. Une chose qui maquille dans le vide. Il est bon, les gars, vous avez pensé à tout? Putain, tu vas te traîner toute la nuit avec ça sur le dos. Les professionnels et les amateurs. Ouais, les amateurs. Moi j'ai bien trop chaud, je pense qu'elle vient à toi. Hein. Ouais, tu verras quand ce sera ton tour, tu verras. Alors que le Hummer se met en place, l'équipe est prête. Le départ est imminent. Hein? Il y en a des courageux. T'as pris de la dope? Des munitions? Je gêne pas le contacteur. Bon, on est prêt. Ok, on va embarquer. Bon les gars. Allez go! On y va les gars. Allez, c'est parti. La première équipe est déposée, le matériel est en place. Pas lourd, c'est pas... Tu mets dans la bouche, tu sors, ça marche. Cependant, il est nécessaire de s'assurer que tout est clair. Salut les gars, ça va? Ça va. On va pas y t'attendre. Hop là. Bon les gars, demain petite mission sympa. J'ai déposé les gars à la première équipe, donc ils sont sur le terrain. C'est clair, puisqu'il fait très froid. Je voudrais juste qu'on reprenne un peu la manip de demain matin.
Donc dès que Monsieur Danjou nous rejoint, on partira vers 9h. On partira vers 9h, donc pour ceux qui ont besoin de dormir, pourront le faire tranquille. Et dans l'ordre, dans le convoi, je veux le Humvee devant. Donc dans le Humvee, il y aura JP et Sergio. Il y aura 2 caméramans avec vous. Dans le deuxième véhicule, le Pajero, Frog, je serai avec toi dedans. On prendra l'autorité et un caméraman. Et troisième véhicule, donc le Chevrolet, tu seras Max avec Jean-Luc. Et tu auras un caméraman. D'accord ? Il y aura un caméraman et moi aussi. Ouais. On sera bardé de caméraman devant. Donc je vous demande d'être carré. D'accord ? Et à peu près à 6 km avant d'arriver, je prendrai contact avec les gars qui sont sur place. Si tout est clair, on rentre dans le dispositif. Donc je vous rappelle à la radio les canaux. Canal 3, canal 6, c'est le dégagement. Et la bascule, c'est barrière. D'accord ? Donc dès qu'on arrive en place, moi je prends le premier caméraman et je vais le déposer avec One Shot au sud du dispositif. Donc c'est la position la plus proche de nous quand on arrive. Et après les autres caméramans, je les déposerai donc jusqu'au recueil. Ok ? Et l'autre il rejoindra, je lui expliquerai comment rejoindre l'URP. Quand on va revenir, c'est là que ça va être le plus délicat, parce qu'on sera à découvert. Et on sera certainement repéré. Donc ce que je veux, moi, c'est que les chauffeurs remettent le convoi dans l'ordre, prêts à repartir. Et vous me rapprochez le périmètre de sécurité. Chacun couvre son bahut. Voilà, comme d'hab, quoi. Chacun a son boulot, prêt à partir, tous ensemble. Ben voilà, donc normalement, s'il n'y a rien de compliqué, tout devrait bien se passer. Donc si vous êtes bons, les gars, la main dessus et on boit une goutte. Ok. Au niveau du matos, c'est bon ? Ouais, nickel. Ouais. T'es prêt. Bon, parfait. Vous aussi, c'est bon ? Véhicule ? Ok. Bon, pour ce soir, pizza ? Oui, pizza. Tu t'en occupes ? Ben voilà. Allez, je le savais. Ok, ça alors, marche, pas de problème. De retour sur ce plateau avec un nouvel invité, Max. Bonjour Max. Salut. Alors Max, vous êtes un peu le mentor de cette équipe, vous êtes le baroudeur, un peu le père de tous ceux qu'on a pu voir ici dans ce reportage. Alors si vous êtes là, c'est un peu pour parler, vous deux, de votre équipe, de cette société militaire privée. Pour vous, personnellement, quel a été votre parcours ? Comment il se fait que vous en êtes arrivé là ? Moi, je viens de l'armée, à l'origine, l'armée française. Vous voulez savoir tout mon parcours ou... Quelques éléments, ce qui vous a fait décider au dernier moment. En fait, si on schématise, suite à une blessure, je me suis retrouvé donc à la vie civile parce que l'armée m'avait amené à un poste plutôt administratif. Bon, c'était pas pour moi. Et de là, j'ai pensé que la vie civile, j'arriverais à y retourner, et j'ai pas pu. J'ai rencontré un des gars de l'équipe, Lurf, entre autres, et à partir de là, c'est lui qui m'a parlé des SMP. Moi, je connaissais pas, et voilà quoi. Vous avez pu rentrer dans cette unité. Ouais, je me suis dit que de toute façon, j'ai fait que ça toute ma vie, donc à partir de là, il fallait que je reparte dans ce circuit-là, quoi. Et vous, Serge, que l'on surnomme Gins, si j'ai bien compris, oui. Quel est votre parcours ? Est-ce qu'il correspond à peu près à celui de Max ? Alors, à peu près tous les personnels qui travaillent avec nous correspondent au profil de Max. C'est-à-dire que ce sont des anciens militaires d'opération de différents régiments spécialisés qui ont eu la chance et qui ont eu l'occasion d'aller sur différents terrains dans le monde entier. Et nous, ce qu'on recherche avant tout, c'est des professionnels. C'est des gens qui savent réagir dans le maximum de circonstances difficiles et sur lesquelles on peut compter. D'accord. Il faut bien comprendre une chose, c'est la différence entre l'armée et ce que l'on fait, c'est que nous, on ne peut pas s'occuper des hommes que l'on encadre. C'est-à-dire que dans l'armée, quand vous êtes chef de groupe, chef d'équipe, vous vous occupez de vos hommes. Vous avez une mission et vous vous occupez de vos hommes. Dans ce cadre précis, on doit s'occuper de la mission. Et eux doivent être autonomes. Donc plus on a affaire à des professionnels, et mieux c'est bien sûr pour les missions. D'accord. Même si l'esprit d'équipe fonctionne est aussi, important. mais l'autonomie, c'est
D'accord. Et donc, il doit y avoir en quelque sorte une camaraderie qui est liée à un professionnalisme plus que ce qu'on peut trouver dans l'armée. On est obligé, sur le terrain, on est tellement carré que c'est pour ça qu'on le voit un peu dans le reportage, quand on rentre, on se détend, on essaie de se détendre au maximum. Donc après, on utilise toutes sortes d'artifices qui sont boire un bon coup, ce genre de choses. Maintenant, en fonction des missions, on sait s'adapter. On est pro, on ne fait pas n'importe quoi, mais par contre, quand on se détend bien. Et ça, c'est important. Comme effectivement, on prend le temps aussi de se parler. Moi, je peux avoir des soucis, je suis obligé d'en parler à mes gars parce que sur le terrain, ça va peut-être influencer une manip ou ne pas me permettre de voir quelque chose que lui va voir, et ainsi de suite. D'accord. Donc Max, la chance que l'on a de travailler avec quelqu'un comme Max, c'est que c'est un ancien, c'est quelqu'un qui a un certain âge, donc une certaine sagesse, et ça, c'est pas négligeable, surtout quand on est là sur des terrains difficiles et qu'on est à fond dans le guidon. Et donc nous parlions de vos origines professionnelles et donc le fait que vous ayez fait l'armée pour pouvoir rentrer ici. Mais finalement, si moi demain je souhaite rentrer dans une SMP, comment je dois faire? Alors, il n'y a pas comment je fais pour rentrer. On dépose pas un CV et on voit ce qui se passe. En fait, c'est souvent ce qui se produit, c'est que c'est les collègues qui se connaissent, qui vont bouche à oreille. On connaît des gars qui vont arrêter. On sait où taper, dans quel régiment taper pour essayer de récupérer des gars. Et ça marche surtout par cooptation. D'accord. C'est clair et net. Il n'y a pas de... Les personnes qui rentrent chez nous et qui sont présentées par des collègues qu'on connaît et qui garantissent le sérieux des bonhommes. Et ensuite... Oui, c'est ça, parce que déjà, il y a des régiments qui garantissent normalement la qualité des gars, parce qu'il y a un entraînement particulier ou quoi. Mais bon, après, ça ne fait pas tout. Bien sûr, un gars peut être quelqu'un qui n'est pas dans le coup, mais s'il est présenté par quelqu'un de l'équipe, on ne prend pas de risque. On ne peut pas se permettre de prendre... Donc en fait, le seul point important qui définit si on peut entrer, oui ou non, dans une société militaire privée, finalement, c'est l'origine professionnelle, c'est-à-dire l'armée. L'origine professionnelle, effectivement, l'armée. D'accord. C'est clair. Alors tout de suite, nous regardons donc votre équipe en action. Le deuxième jour était le moment de l'escorte. Nous en avons donc fait un reportage qui est la deuxième partie de notre émission. Jeudi 17 janvier, il est 7h35. À cet instant, la préparation mentale est primordiale. Absolument rien n'est laissé au hasard. L'escorte doit être une réussite totale. Vous allez bien? Merci. Vous en faites? On y va, nous on décolle. Allez, c'est bon. L'opération commence. Oui, effectivement, oui, c'est un trafiquant, mais parfois il faut savoir combattre le mal par le mal. Donc il nous permet d'avoir certaines informations sur une cellule terroriste. Donc pour nous, c'est quand même plus intéressant de combattre ce genre de personnes-là que des trafiquants. De plus, pour les trafiquants, il y a d'autres autorités qui s'occupent de ce genre d'affaires.
Gins dépose le caméraman et l'emmène rejoindre la position du sniper. Le Kosovo est un milieu hostile. Gins se presse de camoufler le caméraman. Le journaliste est à découvert. L'approche est délicate. Salut. Ouais, ça va? Ouais, pas trop de mal pour venir. Non. C'est toi qui as été puni là. Ah, t'as une belle vue, tu vas voir. Pas impressionnant, mais on va bien prendre froid. On a une belle vue. En fait, l'avantage avec les SMP, c'est qu'ils sont autant de réaction que d'efficacité. Sont plus rapides, ils sont déjà sur le terrain et donc c'est plus facile pour nous de traiter avec eux. Disons qu'il y a moins de paperasse et qu'au niveau administratif, c'est beaucoup plus simple de traiter avec eux et c'est vrai qu'ils ont une connaissance du terrain plus approfondie. Et ils sont, comme je vous l'ai dit, déjà sur place, donc c'est plus facile au niveau logistique. Après, au niveau de l'armée, c'est vrai qu'il y a certaines missions qui ne rentrent pas dans leur cadre. À l'arrivée sur le recueil, tout est clair. Danger nul. Tout se passe comme prévu. On va bien se faire chier là, tu vois. Il y a une belle vue. Le contact avec Adem Fachereri est établi. Monsieur Danjou peut commencer les négociations. 20 minutes passent. L'attente est pesante. Tout le monde est sur le qui-vive. Ouais. 11 heures sur la crête et des mouvements. Oh putain, ouais. Distance. 535 mètres. One shot. Ouais, one shot. J'ai 4 bandits en approche au nord de ta position. Ils sont à 200 mètres. Leur, ils sont à 200 mètres de toi. Ils vont descendre sur la droite de ta position. Bien reçu, tu me les nettoies. Ok, reçu. Distance, Milzo. 503 mètres. Ok. Vent nul. Site négligeable. Blanc. Un bandit à terre. Blanc. Sergio, Max, vous allez rejoindre l'URP Spets. Vous allez les renforcer. Monsieur Donjou, on dégage. Monsieur Fachereri, on va aller. Allez. Max et Sergio vont renforcer l'URP Spets, pendant que Gins fait replier les deux autorités. Véhicule 2, on monte dedans. Pas allez-y. Monsieur Fachereri. Monsieur Fachereri, ici. Alexia, vous montez devant. Bon résultat, coupez-nous.
de copies sont mortes. De retour sur ce plateau pour notre troisième partie de Enquête spéciale. Alors, un petit détail que j'ai pu remarquer dans les reportages, pourquoi vos plaques d'immatriculation sont en 06 ? Alors, il y a une plaque en fait, immatriculation en 06. Les autres plaques, vous aviez une plaque italienne et puis une autre plaque d'une autre nationalité. En fait, on achète du matériel sur le terrain. Là où on va, on achète le matériel. Mais il y a certains matériels avec lesquels on veut travailler parce qu'on a l'habitude de travailler. On ne peut pas les acheter sur le terrain. Par exemple, lorsqu'on était dans ce secteur, on ne pouvait pas acheter du matériel américain. La seule manière d'acheter du matériel américain, c'était de passer par la France. Donc comme nous, on est une société basée à Nice, on a acheté, c'est le Hummer dont vous faites référence. Le Hummer, on l'a acheté ici, via la France, et on l'a fait venir là-bas pour pouvoir l'utiliser. Par contre, les plaques, voilà, quoi, les véhicules sont en règle, et quand on est là-bas, on peut se faire arrêter par les autorités locales, on présente les papiers, il n'y a aucun souci. D'accord, donc tout est en règle en général. Absolument, c'est juste une question de matériel. En fait, le matériel, on l'achète sur place, mais quand nous, on aime travailler avec certains matériels qu'on ne peut pas trouver là-bas, donc on est obligé d'utiliser des subterfuges pour... c'est pour ça qu'il y a ce côté un peu exotique. Et ce matériel, justement, dans l'ensemble, pour composer votre société, pour que vous soyez efficace, justement, quel est ce matériel ? Où est-ce que vous fournissez je ne peux pas vous dire où on se fournit. Par contre, effectivement, il y a différentes personnes qui vendent dans différents endroits du monde des matériels. Nous, chacun a l'habitude, comme disait Max, de travailler avec son matériel pour des questions de facilité, d'aisance et puis d'efficacité, surtout, avant tout. Et donc après, on s'équipe sur le terrain. Maintenant, par exemple, on va parler de détails, un armement qu'on n'arrive pas à trouver dans un secteur, on va s'adapter avec d'autres. Mais là-dessus, Max, il pourra vous dire aussi. D'accord. Les munitions aussi, il en faut. C'est toujours sur place qu'on se sert les 3/4 du temps. C'est comme ça, quoi. Et personnellement, votre unité là qu'on a pu voir donc au Kosovo, près de Pristina, est-ce que vous avez également l'habitude d'utiliser du plus gros matériel que des véhicules légers et vos armes et votre équipement? Est-ce que vous vous limitez seulement à ça ou vous utilisez quelque chose de plus puissant? Non, on utilise seulement des véhicules légers. La seule chose qu'on puisse utiliser, c'est des camions. Voilà, des camions, des poids lourds ou des camions. Mais je fais référence à des convoyages, mais nous, normalement, on n'utilise que des véhicules légers, puisque si on a des missions de convoyage, on va s'occuper de véhicules. Donc nous, on vient avec nos véhicules légers, en fait. D'accord, et c'est cette légèreté, justement, qui est justifiée par le fait de ne pas utiliser plus gros et qui conditionne, en fait, votre précision plutôt que la puissance réelle qu'une armée pourrait avoir. Alors la mobilité, déjà. Et aussi la mobilité. Le but, c'est pas vraiment nos missions, c'est pas des missions d'attaque ou de combat pur. Nos missions sont des missions de soutien, logistique et de sécurité, protection rapprochée. Donc il faut que, quand on est sur le terrain, se confondre le mieux possible avec la population. Donc ça fait rigoler ce que je dis peut-être, mais par exemple, vous avez dans certains reportages, on a eu l'occasion des fois de voir en Irak par exemple des SMP américains tous en véhicule noir, on n'est pas discret. Nous, vous voyez, vous avez 3 types de véhicules différents. Vous avez un véhicule qui fait véhicule civil propre, neuf. Vous avez un véhicule typé militaire. Vous avez un autre pick-up. On essaie de ne pas croire qu'on est en convoi. On essaie d'être le plus discret possible. C'est notre mission. Le but, c'est pas de se faire remarquer. D'accord. Et donc justement, vous profitez de cette discrétion pour vous faire employer par, je pense, certaines catégories d'employeurs. Et quels sont ces employeurs? Est-ce que c'est des grosses sociétés, des États, des particuliers peut-être? Alors absolument. Là, on l'a vu, on était en mission particulière. C'était vraiment quelque chose de spécifique. Mais autrement, la grande majeure partie, ce sont des grosses sociétés, dont par exemple des sociétés pétrolifères, gazéifières, toutes ces sociétés qui ont besoin sur le terrain de gens compétents pour assurer de la sécurité, mais aussi assurer les convoyages des personnels. Parce que souvent, les personnels ne dorment pas sur les sites de production. Donc, ils font appel à nous pour nous occuper des convoyages. Max pourra vous dire, il a eu l'occasion déjà d'en faire, où effectivement, une équipe s'occupe de la protection d'un site. Max a une mission particulière d'aller faire un convoyage, s'occuper de la protection rapprochée d'une autorité.
Voilà, D'accord. ça, c'est vraiment nos grands cadres. Après, dans ce cadre-là, en fonction de certains pays, on peut être sollicité par des gouvernements, on peut être sollicité par des administrations, on peut être sollicité par des ONG, ce genre de choses. Rarement en France, puisque les ONG françaises ne veulent pas être assimilées avec des militaires, parce que c'est vrai que les CMP, il y a ce côté-là. Des ONG étrangères, oui, c'est vrai, font quelquefois appel à nous. Et parfois, on entend dans certaines rumeurs que vous êtes à la limite de la légalité ou que vous pouvez répondre à certains contrats louches. Est-ce que c'est une réalité ou ce n'est que fiction? Alors, vous avez, dans la société dans laquelle on travaille, on n'est pas des fous de la guerre, nous. Nous, on est des gens... Des mercenaires, comme disait Max tout à l'heure. On n'est pas des fous de guerre, nous. On est des gens sérieux. C'est-à-dire qu'on a une certaine éthique entre nous et on ne fait pas n'importe quoi. Nous, notre métier, on l'aime. Et on ne fait pas ça pour, pour la gloire ou pour l'or. On fait ça parce qu'on aime ce métier. Donc nous, on veut véhiculer réellement un métier de professionnel avec un savoir-faire. Un savoir-faire. Voilà. Nous, on pense que ça sera beaucoup plus gratifiant de faire un travail carré, sérieux, que de faire n'importe quoi. Où il y a une bonne ambiance, une bonne entente Exactement. entre tous. Nous, le but, c'est quand on part ensemble, on revient ensemble. Donc, c'est pas faire n'importe quoi. Et tous, si possible. Excusez-moi. Et tous vivants, évidemment. Parce que ça arrive aussi. Non, je dis et tous, si possible. En général, on s'en sort toujours bien, quoi. Je veux dire, mais justement, c'est là qu'il faut du professionnalisme. D'accord. Et c'est justement, en quelque sorte, le thème de notre troisième partie qui concerne la camaraderie, mais le professionnalisme de votre société. Tout de suite, on regarde le troisième reportage. Jeudi 17 janvier, il est 14h15. Seule l'équipe d'escorte est de retour à la base. Quelques instants auparavant, le transfuge albanais et le négociateur ont été mis sous la protection des Nations Unies. À présent, JMSR n'en est plus responsable et peut relâcher son attention en attendant le reste de l'équipe. Oh, c'est bien calme ici. Salut les gars. Salut les gars. Salut. Une fois Gins, One Shot et les autres tous réunis au QG, l'humeur est à la rigolade. Néanmoins, pendant que tout le matériel est déposé, chacun refait le point sur sa journée et son propre rôle durant la mission. Il est fatigué, il était sur le terrain. C'est chaud quoi. Face à son chef d'équipe, One Shot rend compte de son travail. On a pu évacuer à temps. J'ai renforcé avec Max et Sergio, ils ont renforcé la position. Ça va. Et toi? Putain, c'est rapide, hein, juste quand vous êtes arrivé sur le point. Bon, justement après, j'ai bougé, j'ai regardé et bon, Mendoza il a spoté, il a pris la distance, 160 mètres. Là-bas, je suis tout de suite averti. Le mec, il prend sur la position. À croire qu'ils étaient vraiment bien formés. C'était qui? Bah. Toujours le même. Bah ouais, toujours le même, hein, qu'on a connu ailleurs. Et donc après, quand tu m'as dit engagé, j'ai engagé. J'ai vu qu'il y avait un qui avait vraiment un déclencheur. Et le quatrième, il n'avait pas d'arme? Ouais, il avait juste un truc dans la main. D'accord. Il a dit, j'ai pas pu l'avoir. T'as pas pu l'avoir? Non. C'est les autres qui les ont eu. D'accord. Après, bon, quand j'ai engagé, après, je t'ai dit, ils sont passés dans les arbres. Donc, venez les gars, on boit un coup. Une petite bière là. Ah, toujours les mêmes. Toujours les mêmes qui boivent avant. Voilà. Et là, ça m'étonne pas. À présent, place au rituel de la boisson suite à une journée courte mais intense. Provocation, blagues, méditation sont des attitudes que JMS Recon affiche lorsqu'ils ont terminé leur travail. Chacun relâche la pression à sa manière. Non, je prends une mauvaise, je trouve. Vous avez dormi au chaud. Hein. Et vous avez dormi au froid, vous avez bien de la chance. Moi, j'aurais préféré être sur le terrain. C'est donc l'union entre camaraderie et professionnalisme qui fait de cette SMP une entreprise fiable, précise et efficace. Il y a eu une mauvaise presse qui a été faite sur les SMP. Une mauvaise presse, tu sais, avec toutes les affaires qu'il y a eu en Irak, Blackwater, il y a aussi il y a un peu ce qu'on appelle aujourd'hui des dommages collatéraux en Afghanistan aussi. Il y a des civils qui ont trinqué.
il y a eu pas mal de choses qui se sont passées avec des sociétés militaires privées et du coup, on n'a pas... C'est pas génial pour le métier. Sud-américains, pays de l'Est, c'est des mecs qui crèvent la dalle chez eux. Ils travaillent pour 500 grammes de bif haché, ils travaillent à la dynamite. Pourvu que ça dégage autour, c'est pas... Contrairement à vous. JMSR, on est tous issus de formation militaire, quasiment tous de l'armée française en plus. C'est quand même autre chose. La plupart d'entre nous d'ailleurs sont des anciens sous-officiers. Alors moi mon parcours, j'étais sous-off et moi j'ai terminé l'armée il y a 4 ans. Il y a 4 ans je suis parti de l'armée, j'étais sous-officier dans un régiment de parade d'infanterie de marine. Mon dernier séjour c'était en Bosnie, j'ai pris une cacahuète dans la hanche et j'ai été blessé assez gravement. Après cette convalescence, j'ai souhaité retourner dans l'armée. L'armée m'a fait un joli cadeau, un poste administratif. Alors comme j'avais suffisamment de temps de service pour prendre la retraite, j'ai pris ma retraite. Et, après, en rentrant sur Nice, j'ai croisé l'EURP, que tu as dû voir tout à l'heure, qui est parti en mission. Et c'est lui qui m'a parlé, c'était un ancien pote de régiment, et c'est lui qui m'a parlé des SMP. Au départ, je ne savais pas ce que c'était société militaire privée, je ne m'étais jamais trop intéressé à ça. Et c'est là qu'il m'a dit qu'il partirait, qu'il allait partir en ex-Yougoslavie. Alors la différence, moi je dirais qu'elle se résume en 2 mots. Enfin, elle est entre rigueur et rigidité. Rigueur, si tu veux, quand tu fais ce métier, si tu n'es pas rigoureux, tu es sûr d'en prendre une. Il y a un moment où... Et rigidité, c'est pas parce que tu es rigoureux que tu es obligé d'être sanglé, amidonné dans le lourd système de l'armée tel qu'elle est en France ou dans d'autres pays, quoi. Tu vois ces pompes, elles sont 2 fois plus chaudes, elles sont 2 fois plus confortables que les Rangers de l'armée française, mais elles ne sont pas réglementaires. Bon, mais mon patron, il le sait, préfère que j'ai les pieds au sec et que je travaille comme ça. Ce couteau, pas réglementaire, ce parka non plus, mais c'est mon matos. Ça conditionne notre efficacité, on va dire. Nous sommes de retour sur ce plateau pour la 4e et dernière partie de cette émission. Alors Max, vous disiez justement que c'était votre matériel, que vous choisissez en fait votre matériel à chaque fois que vous devez en changer ou vous devez partir en mission. Oui, absolument. On a des matériels de prédilection déjà, des armes qu'on préfère. C'est très important parce qu'il en va de la survie de chacun, mais aussi pour le groupe, pour protéger le groupe et puis pour remplir la mission, bien entendu. Mais ce n'est pas qu'une question d'armes, c'est aussi le matériel, tout l'ensemble du matériel, l'équipement qu'on a lui-même. autour. Voilà. C'est assez étonnant. Parce là, que je parle de mes chaussures, pardon, oui. mais c'est important. Je veux dire, c'est très très important. C'est vrai, surtout pour le dans confort, des coins comme là. effectivement. Et c'est assez étonnant puisque dans une boîte d'informatique, l'employé ne va pas choisir son ordinateur, c'est le patron qui le fait pour lui. Alors vous, en tant justement que chef d'équipe, vous n'avez pas de regard sur ce que vos contracteurs, comme on les appelle, choisissent comme matériel ? Pas du tout. L'important, c'est d'être efficace sur le terrain. Donc après, je laisse le choix à mes hommes. Par contre, oui, et puis il peut arriver qu'on puisse parler lorsqu'on amène un nouveau matériel, parler ensemble de son efficacité, et puis voilà. On échange beaucoup, donc il m'est arrivé, lorsque je suis arrivé, d'avoir certains réflexes de l'armée française, quand j'ai commencé à utiliser du matériel qui n'était pas adéquat. Et je pense au holster, par exemple, c'est l'étui dans lequel on met le revolver. Et c'est vrai que les collègues m'ont proposé autre chose qui m'a donné satisfaction. Voilà, c'est l'expérience de chacun qui va vous servir aux autres aussi. C'est ça, l'esprit de groupe, voilà. Il est là, la cohésion est là aussi. Et comme vous disiez, cela conditionne votre efficacité. Une autre question maintenant. Existe-t-il des SMP qui emploient des femmes ? À ma connaissance, non. Moi, j'en ai jamais vu. Peut-être, je ne peux pas vous dire. Maintenant, il faut savoir que les SMP ont aussi des missions de travailler certaines missions liées aux ONG. Donc peut-être qu'effectivement, ils doivent embaucher certaines femmes. Ça, c'est pas négligeable. Je crois justement que certaines femmes sont, par exemple, pilotes d'hélicoptères. Alors je sais que vous n'employez pas d'hélicoptères, mais peut-être que certains postes de ces sociétés requièrent peut-être la présence de femmes. Nous, sur le terrain, la SMP pure, donc protection, convoyage, on n'en a jamais vu.
Maintenant, comme je vous dis, c'est effectivement, vous avez raison. Hein, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des femmes de partout, donc pourquoi pas. Mais j'en ai jamais vu. En France, il y a des femmes qui font de l'APR, donc de la protection rapprochée, mais je ne crois pas dans le cadre de SMP non plus. D'accord. Maintenant, demain, oui, en effet, s'il y a des femmes pilotes d'hélicoptères et qu'on a besoin d'un service, peut-être que oui, en tant que contrat, ça pourrait se faire, pourquoi pas. Ouais. D'accord. Nous, on n'est pas regardant là-dessus. Nous, c'est juste après une question d'efficacité. Hein. On peut nous présenter les personnels qui viennent de différents régiments. S'ils sont efficaces, il n'y a pas de problème. Si maintenant, demain, on nous demande une mission avec une ONG où effectivement il faut des personnels féminins, on ira chercher des personnels féminins. C'est toujours en fonction de la mission. De la mission et de l'efficacité, effectivement. Une dernière petite question avant la fin de cette émission. En cas de perte humaine, quelles peuvent être les conséquences, tant morales que physiques ou autres peut-être, lors d'une mission comme celle-ci par exemple? Alors, dans la mission, là, effectivement, il y a des gens qui sont morts, malheureusement. Pour nous, cette mission, c'est une mission qui n'a pas réussi, puisqu'il y a eu un problème. On a dû tirer. Une mission, pour nous, lorsqu'elle réussit, pour tous les gars qui travaillent au sein de notre SMP, c'est personne ne doit entendre parler de nous. Il doit y avoir aucun accrochage. Et pour nous, la mission a réussi. Donc cette mission n'est pas réussie pour nous. Même si ça dépend d'un facteur extérieur, la mission n'est pas réussie. D'accord. Donc même si c'est des ennemis qui ont été descendus, on ne peut pas considérer que c'est réussi. Voilà, nous, on n'est pas là pour tuer des gens, on est là pour faire une mission. Donc quand on tue des gens, c'est qu'on n'a pas accompli notre mission. Contrairement à l'image de certaines de ces SMP qu'on peut voir en Irak, par exemple. Après, c'est chacun sa philosophie de la chose. Nous, notre philosophie, c'est celle-là. Maintenant, il est clair qu'on est des professionnels. C'est-à-dire que Max, c'est un copain, je l'aime bien, mais si demain on doit le perdre, on doit le perdre, on le sait. On est suffisamment lucide et on en parle suffisamment pour pas avoir, je dirais, ce tabou où on en parle. Même on en rigole, on joue avec ça, autrement on ne ferait pas ce métier, c'est clair et net. Mais comme je vous dis, on a l'occasion de se voir en dehors des missions, on a l'occasion de se voir en famille, on a l'occasion de se voir à différents moments, et on se connaît tous, donc ça, voilà. Si on se prépare si bien, c'est pour éviter ça, bien entendu, au maximum. Cela dit, ça fait partie du métier, malheureusement. Il y a déjà eu par le passé. Et heureusement, je voudrais dire, parce que ça nous permet justement de nous assagir, de bien réfléchir, de ne pas accepter n'importe quoi, et d'être le plus efficace possible. Toujours efficacité, professionnalisme et efficacité. Très bien. Merci beaucoup Serge, merci beaucoup Max d'avoir été présent sur ce plateau avec nous pour toutes ces informations. Alors je crois que toute votre équipe est venue pour la fin de cette émission. Je vous remercie d'avoir participé avec nous et je rends l'antenne.